T'avais pas dit, Glory, que du coup, maintenant, au début de l'épisode, on mettrait un petit segment avant le Ouais, jingle. mais la blague sur Zimmer, elle avait été coupée en fait. L'enregistrement, il avait débuté pile au milieu de la blague en fait. Donc. Ouais, mais du coup, maintenant, t'as dit que quand on enregistre, on allait bien trouver une ou deux chroniques pré-enregistrement qui allaient. Ouais. Bon, Putain, mais c'est pas vrai. Je verrai ce que je peux faire, mais là j'avoue que j'ai la main sur les yeux, tu sais, comme ça, avec le coude posé sur la table, et je suis en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était une bonne idée? Pourquoi j'ai signé avec eux? Avec moi surtout. Allez, est-ce qu'on y va maintenant? Parce qu'il est 21h. On va dans le PMU. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En route dans le PMU. Valky, ça tourne? T'enregistres? Oui. Oh non, j'ai perdu mon truc. Ah non, Bon, et ça c'est fait bon. tourner les serviettes. Chauffe Marcel. Allez, on y va. Attends, c'est l'épisode 5, on est d'accord. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas le clap. D'habitude, il y a le clap avec le numéro d'épisode et tout, mais bon, budget. Le budget. Covid. Allez, c'est parti. Oh, hi, Mark. Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Podculture épisode 5. Podculture, c'est le podcast bimensuel où nous tentons de parler de podculture, de culture web, d'actualité, d'high-tech. Et Toujours pas. si vous apprenez au passage 2-3 trucs parmi nos conneries, on sera bien content. Et non, Gibon, tu te trompes, on parlera d'high-tech très bientôt, Oh et merde. en particulier ce soir. Je suis donc Ah bon Charles, AS Glory. Et comme la dernière fois, il y a toujours autour de cette table Antoine, aka Antonio. Eh bien, bonjour. Il a relevé les numéros. Gwen, aka Gibon. Yes, salut. Et Antoine, aka Valky. Buenas tardes, amigos. Ah, ça change de langue, d'accord. Si. Je vais pas continuer en espagnol, hein, malheureusement, mais voilà. La cuenta, por Niveau favor. étant trop Olvidarse. faible. Gomenasai, gloriflix sama. Non, c'est pas l'espagnol, ça. Comment allez-vous, messieurs? Formidable. Ça va super bien, il fait trop beau, je suis trop content. Ah, c'est quoi là? Des frites. Super. Et des bonnes frites du pays, les gars. Ouais. Non, mais ouais, c'est trop cool, quoi. Les cinémas sont rouverts, les terrasses sont rouvertes. C'est le plaisir. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà dégusté une délicieuse pinte de Guinness depuis? Ah bah oui. Cette émission est sponsorisée par Guinness. Oh, ça serait tellement bien. Non, mais s'ils veulent nous contacter, qu'ils n'hésitent pas. Hein, Arthur, appelle-nous. On prend des échantillons gratuits, du financement. Enfin, Je prends le premier vol pour Dublin, moi je m'en fous. J'ai rien à perdre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Avec la modération. Bien sûr. Voilà comment il casse l'ambiance. attention. l'ambiance. Toujours là pour En parlant d'un mec qui casse l'ambiance, Antonio, de quoi on va parler ce soir? Aïe. Ah, il a pris un tacle glissé, il a rien compris. Après, Antonio, il je va faire suis- grève à tous les épisodes. Balayette. À terre. Jack arrive en retard. Non, c'est vous qui étiez en avance. Alors, ce soir, de quoi on parle? Eh bien, c'est une bonne question parce qu'on va enfin parler un peu de tech. Enfin, Ah un petit peu. Toujours pas. Puisque notre ami Un petit Valky, peu. Valky aka Antoine numéro 2 va nous parler de Salaud. va nous parler un peu de politique, de médias, de réseaux sociaux. Voilà, vous allez découvrir ça tout de suite. Et puis notre ami Gibon va nous parler de World War Z, mais non pas le film, mais le livre. Livre parfait pour cahier la commode. Ce sera après la chronique de Valky qui va commencer tout de suite. D'accord, bah, parfait. Donc on va parler d'un sujet bien glissant, sinon c'est C'est un bon. sujet d'actu. C'est de l'actu, oui. Et donc, on va lancer un jingle d'actu. Si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera? Le communisme s'est effondré. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Je suis mort. Il Le est, jingle, il me fume. c'est vraiment un des bestes, hein, celui-là. Ah, il est incroyable, hein, les décideurs. Ça vous va, Ouais, bah, c'est bon, allez. Ça faisait longtemps. Moi, c'est JPP hein, qui me... C'est la régalade. Du coup, les amis, aujourd'hui, on va parler d'actu. On va parler d'un sujet qui a chamboulé la toile francophone et même partout dans le monde, puisqu'on va parler évidemment de la vidéo que vous avez certainement tous vue. Vous n'avez pas pu passer à côté, car oui, le président de la République française, Emmanuel Macron,
est apparu sur une vidéo YouTube avec McFly et Carlito. Je ne dirai rien à leur sujet. Nous allons du coup essayer de faire une sorte de débat à nous quatre, les amis. On va essayer de voir évidemment quels sont vos avis là-dessus, ce que vous en pensez. Je vais évidemment aussi moi donner mon avis, bien entendu. Vous n'allez pas être les seuls à faire le boulot. Est-ce que déjà vous avez tous les quatre vu la vidéo? Première chose, parce que c'est important quand même. Je suppose que vous n'avez pas pu passer à côté. Affirmatif. Je confirme. Moi aussi, je l'ai vu. Et d'un premier abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Sans partir trop loin, vraiment en surface, est-ce que cette vidéo, vous l'avez trouvée divertissante, amusante? Est-ce que vous avez trouvé ça dérangeant, cringe? Allez-y, on va faire un petit tour de table. Antonio, on va commencer par toi. Alors, au-delà de toute opinion politique, ni rien du tout, évidemment, hein. Je pense qu'on va essayer de on va parler de ça, évidemment. Je vais peut-être préciser ça avant qu'on commence. On va essayer évidemment, de ne pas parler de politique pure et dure. C'est Ça va être raté, je pense. Mais non, C'est honteux. on va pas commencer à déballer nos opinions et nos choix politiques parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser, on est là pour partager et on n'est pas là pour Mais faire de la sachez qu'on est tous de droite malgré tout. Hein. Quoi? Mais tu sais, moi dans la politique, je suis un peu non-binaire. Hein. Je suis ni à droite ni à gauche. Non-genré dans la politique. Je suis non-genré politiquement. Non, s'il vous plaît, laissez mes choix politiques en dehors de ça. Du coup, Antonio, qu'as-tu pensé? Non, pas les choix politiques. Qu'as-tu pensé de cette vidéo, Antonio? Alors, globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt divertissant. Enfin, c'était... je m'attendais pas à quelque chose de phénoménal ou de bouleversant, mais c'était... je sais pas, j'ai pas... ça m'a pas choqué, ça m'a pas tué ni rien, mais voilà, c'était agréable. Ça change pas mes convictions politiques ni rien. Et puis je trouve que c'est, mine de rien, au-delà de la vidéo elle-même, je trouve que c'est une masterclass en communication, parce que c'est très... il y a vraiment tout pour plaire, en fait. On reparlera de ce sujet, enfin du point de vue la recette de la vidéo. Oui, voilà, on reparlera de ça un peu après, mais ok, du coup, pour toi, c'est un petit 6 sur 10, quoi, genre 5-6 sur 10. Ouais, elle est un petit 7 cool, quand même. Voilà, quoi. Petit 7 parce que, voilà, je suis bon public, moi. Hein. Ok, parfait. Et Gibon, un avis? J'ai trouvé complètement dans la lignée de leur précédente vidéo, anecdote. Je crois que je les ai toutes vues. Parce que à chaque fois je trouve ça quand même assez balèze quand même les guests qu'ils arrivent à les choper. Masterclass avec cet épisode quand même. On peut pas le nier, autant pour eux que pour le président, parce que je rejoins Antonio, c'est un exercice de com où il s'en sort avec brio. Le président, parce qu'après McFly et Carlito, on les aime ou on les aime pas. Moi je trouve que ça s'essouffle. Autant je trouvais que c'était un peu frais au début. Maintenant, c'est un peu redondant avec un humour qui se répète, donc je regarde certaines de leurs vidéos avec plaisir, pas toutes. Celle-là, ça fait partie des vidéos que j'ai regardées avec plaisir. Très bien. C'est, pour le coup, moi, je suis plus ou moins du même avec toi vis-à-vis de ça. Je trouvais que le concept était super cool au début et que ça mettait un coup de frais un peu, mais ça se renouvelle pas tellement. Et voilà, je regarde juste les anecdotes en gros pour les invités. Donc on se rejoint un peu là-dessus. Glory, qu'est-ce que tu as pu en penser de cette vidéo? J'attends une critique, j'attends là. Écoutez, je me lève de ma chaise et je vais applaudir. Ah bon? Non, bon, blague à part, c'est un super coup de com', incroyable, je trouve, des deux parties, que ce soit les youtubeurs ou le président. Et puis j'ai regardé rapidement, parce que comme je savais que le sujet allait tomber ce soir, j'ai regardé un peu les pouces bleus, les pouces en bas, etc. T'as lu les commentaires? Il y a que 3% de pouces rouges sur la vidéo. 3%. C'est ridicule. Il y a 14 millions de vues, il y a 1,3 millions de pouces bleus, pardon. Enfin, c'est super bien accueilli, en tout cas, j'ai l'impression, par YouTube. Et c'est incroyable comment ça marche bien. On sent qu'il y a quand même des choses qui sont... où ils se sont dit on fait comme ça, un peu scripté presque. Mais malgré tout, c'est un exercice qui a été bien réussi et je considère que c'est l'avenir de la politique à venir. Alors après, est-ce que les youtubeurs iront avec tous les partis politiques, etc. pour faire ce genre de feat? J'en suis pas sûr du tout. Mais là, pour une première, c'est étonnamment bien fait. Enfin, c'est bien fait. Non, c'est pas étonnamment d'ailleurs. C'est super bien fait.
Et c'est ça qui est flippant un peu. Mais bon, j'en dis pas plus. Je vois ce que tu veux Mais dire. j'applaudis parce que vraiment l'exercice est bien réalisé et que ça peut vraiment, à l'avenir, être un gros poids dans les changements politiques. C'est ça, au final la vidéo est bien faite, hein, la vidéo est très cool. Le montage avec un peu équipe apparente et tout, ça donne un petit côté un peu décontracté et je pense que c'est ce qui était voulu. Du moins, pas donner cette impression de formel et clairement, voilà, pour moi, si je devais résumer, on en parlera après, je saute les étapes, mais ouais, pour moi, cette vidéo, en tout cas, je l'ai appréciée, ça m'a diverti, c'était cool, c'était sympa, j'ai pas appris des choses, mais voilà, genre le coup de téléphone à Kylian Mbappé, tu sens que c'est télescopé, et rien que le fait, en fait, que ce soit Macron qui ait lancé la démarche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est lui quand même qui leur a proposé l'idée, qui leur a proposé le concept. Je sais pas, ça m'avait un peu refroidi au début, mais là au final, honnêtement, voilà, McFly et Carlito, comme je vous l'ai dit, moi, je m'en fous un peu. Je regarde juste quand ils ont des invités sympas parce que c'est surtout pour leurs invités que je les regarde en fait, même pas pour eux. Là, clairement, dans cette vidéo, Ouais, je fais aussi partie des gens qui ont lâché leurs vidéos il y a quelques mois, voire années peut-être. Au début je l'ai regardé puis normalement c'est devenu un peu trop bruyant pour moi je trouve. Oh, clairement. Mais malgré tout je suis quand même revenu là vers eux parce que ça reste assez mythique ce qu'ils ont fait. Moi honnêtement, j'ai pas peur de le dire, Macron m'a vraiment beaucoup fait rire. Moi Macron m'a fait rire, les deux autres absolument pas comme d'habitude, mais Macron lui m'a vraiment fait rire. Il lâche des petites blagues discrètement comme ça, tu vois même dans son non-verbal, ça se voit qu'il est amusé et qu'il est à fond dedans. Et ça, vraiment, j'ai vraiment bien aimé la personne qui se dégageait de lui. Anténote, j'ai vu que tu voulais prendre la parole, peut-être ? Ah non, c'était juste pour ajouter qu'en fait, je pense que je dois être le seul, en fait, ici, parmi nous, à pas avoir du tout suivi McFly et Carlito, du tout. Genre, j'ai jamais regardé leurs vidéos, ou alors rarement une ou deux qui avaient décollé, mais c'est tout. Tu vois le concept des concours d'anecdotes comme ils ont fait avec le président, voilà, c'est juste qu'ils ont eu Gad Elmaleh, Rick et Ramsey, David Guetta, Pierre Ninet. Quand ils ont pas d'invités, ils sont nuls. Quand ils ont des invités, c'est trop bien. C'est vite gamin quand même. Quand ils sont tout seuls, on n'est pas le public on n'est pas le public cible du tout en fait. Pas du tout. Oui, c'est clair. Faut bien garder ça en tête aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est, des proche de la trentaine ou entre 20 et 30 ans, c'est ça ? Sûrement. Sûrement. Merde. On a l'esprit plus affûté. Mais du coup, vidéo quand même avec le président de la République, c'est pas rien. On peut évidemment se douter qu'il y a un message. Qu'il y a Mbappé ? Qu'il y a... Oh là là. Ouais, pas mal. Franchement, en fait, non, j'allais critiquer, mais très bien. Tacle glissé. Ouais, non, nickel. Nickel, elle est très smooth. Très très bien. J'ai pas. Bon plaisir. Mais oh putain. Oh là là, tu comprendras en faisant le montage. Alors. Voilà. Mais du coup, vidéo avec le président, on peut évidemment s'attendre à ce que cette vidéo ait un message de fond. Je vais pas là vous demander quel est le message de fond de la vidéo, mais quel est celui que vous avez ressenti. Qu'est-ce qui a été pour vous qu'est-ce que à la fin de cette vidéo vous vous êtes dit ah ouais ok, tu vois, ah ouais, c'est ça qu'ils ont voulu dire, c'est ça qu'ils ont voulu montrer. Vous voyez, pas forcément celui de base, mais je sais pas, la production par cette vidéo, enfin la production présidentielle ou quoi. Quel est pour vous le message de cette vidéo ? J'ai quelques pistes s'il faut. Je pense en particulier la première anecdote qui sort avec Mbappé. C'est clairement pour miser sur le fait que c'est un président qui est jeune, qui est proche du foot, qui est proche des stars en fait que peuvent admirer des jeunes. Pour l'OM. Et alors qu'au final, on sait très bien que Mbappé, il n'aura pas joué à Marseille, et surtout sera jamais annoncé dans une vidéo YouTube comme ça un dimanche matin. Enfin, il y a aucune chance. Donc, c'est clair que là, c'était un move pour montrer en gros, voilà, je suis Emmanuel Macron, je gère la carrière de Mbappé, je gère des pépites comme ça. Mais ça n'a aucune valeur si ce n'est de montrer voilà qu'il est proche des jeunes, etc. Et ça c'est en particulier ceux-là où je me suis dit putain, ça c'est un move politique, clairement. C'est vraiment pour montrer je suis quelqu'un qui connaît un petit peu le milieu, qui est pas renfermé dans je vais dire la Maison Blanche, mais dans l'Élysée. The West Wing. Et ça, je me suis dit putain, si c'est comme ça pendant toute la vidéo, ça va me tuer. Et au final, il y a que ce moment-là où il y avait potentiellement. Il a refait encore une
une évocation après avec l'OM, etc. par rapport au foot. Mais là, en particulier, ça m'a un peu fait bizarre et après, ça s'est calmé. Mais ouais, il y a du politique forcément dans ces anecdotes et en particulier la première, je trouve. Après, la liaison entre Macron et le football, c'est quand même quelque chose qui le marque depuis le début de son mandat et même avant. Oui. Il a toujours réagi sur Twitter, toujours été très très interactif avec les réseaux et notamment, si vous avez vu la vidéo, il y a notamment l'anecdote où il se retrouve au terrain d'entraînement avec l'OM et tout. C'est pas rien. Il aime le foot vraiment, ça y a rien à dire. C'est un mais ça, stade et tout. Je suis pas contre. Mais je vois ce que tu veux dire. Je dis juste que c'est vraiment, en fait, on sait qu'il compte pas jouer un point dans le. Si vous voulez vraiment la jouer pro gamer, j'ai envie de dire, et gagner réellement la partie, il jouerait jamais cette carte-là. Or là, c'est vraiment pour dire. C'est juste écoutez, pour pouvoir. J'ai Mbappé sur mon téléphone. Je peux l'appeler quand je veux. C'est quand même dingue. Et ça, c'est t'imagines Mbappé qui dort à 23h chez lui, il y a son téléphone qui sonne, c'est le président, quoi. Ah putain, c'est encore Emmanuel. Viens, on fait cette game de Fortnite. Imitation. Ouais, je sais imiter Kylian Mbappé, oui. Clairement, pour moi, pour moi, le message était clair. Le message, c'est le président est cool. C'est juste ça, en fait. C'est le président est sympa. Et il n'y a pas, je trouve, actuellement d'autres moyens par les médias traditionnels de montrer que le président est cool, en fait. Les médias traditionnels, c'est plus la situation sur le Covid, le bilan du président. T'imagines si un politique veut montrer autre chose que son bilan, il passe par ce genre de choses et ça peut biaiser la vision après. Voilà. T'imagines le président aller sur le plateau de TF1 et sortir son téléphone et te dire attendez, j'appelle Mbappé. Bon, ça marcherait. Après, du Covid, mais attendez, ne bougez pas. J'appelle Mbappé, peut-être qu'il a son avis sur la question. Il pourrait le faire sur le plateau d'Anouna, ça poserait aucun problème. Ouais, mais le truc c'est que pour moi, en tout cas, c'est juste que le public était différent et qu'il s'adapte à son public. Il savait qu'il était sur Internet, il savait que c'était des jeunes qui allaient regarder, du coup, voilà, il a joué la carte du cool. S'il arrive sur le plateau de TF1 et qu'il est comme ça, c'est pas le même public qui va le regarder et le public va péter un plomb et va juste se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Imaginez une interview où il est décontracté, enfin je sais pas, ça passerait pas à la télévision. En fait, avec McFly et Carlito, il vise surtout une cible de jeunes qui ne votent pas en majorité. Bah oui, c'est ça qui est surprenant. Mais qui voteront peut-être l'année prochaine. C'est pas des gens qui, par exemple, regardent TPMP, qui ont déjà la trentaine et qui votent et qui ont déjà un choix politique établi depuis plusieurs années. Là, ils ciblent des gens qui soit sont indécis, soit n'ont jamais voté, soit n'ont jamais voté parce qu'ils, ils étaient en âge de voter, parce qu'ils ont pas envie de voter ou ça les fait chier. Et c'est pas pareil que de cibler des gens qui, eux, sont adultes depuis plusieurs années, qui ont un choix définitif sur la question, etc. Ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup en France, que nous, on a beaucoup moins en Belgique, parce que chez nous, le vote est obligatoire. On est obligé d'aller voter. Si on ne va pas voter, on risque des amendes. Ah ouais. Et chez vous, oui. On est obligé d'aller voter. Tu es obligé de te présenter au bureau de vote, sauf truc exceptionnel, évidemment. Tu as un vote blanc possible, on est d'accord. Bien sûr, bah oui, puisque le vote est anonyme. Ça me rassure. Tu fais ce que tu veux sur ton bulletin, tu le rends, une fois qu'il sera dépouillé, s'il est blanc, enfin s'il n'est pas lisible, il n'est pas lisible. Ça, tu fais ce que tu veux, mais tu dois te présenter à l'urinoir. J'ai dit urinoir. J'ai réfléchi à ma phrase dans ma tête et je m'étais dit, dis pas urinoir, dis bien isoloir. Et voilà, j'ai dit urinoir, il fallait que ça sorte, voilà, super. Ça, c'est la pinte d'avant, ça. Ouais, ouais, clairement. Mais du coup, oui, chez nous, on est obligé d'aller se présenter au bureau de vote. Sinon, on prend, je crois que c'est 350 €, un truc comme ça. Mais du coup, est-ce que tu vas voter Macron? Mais non, parce que je ne peux pas. Mais mais s'il pouvait, il voterait. Qu'en Belgique, les jeunes, du coup, quand on a 18 ans, en fait, quand on est obligé d'aller voter, t'es un peu obligé d'avoir ton avis. Et ou bien tu fais comme tout le monde, je pense, on va tous être d'accord. Je veux pas savoir si vous votez ou non, mais faites semblant si vous ne votez pas. On a tous, la première fois qu'on a été voté, on a tous voté comme nos parents. En mode, ok, je sais pas trop, je vais faire ça, ok. Enfin, je sais pas, moi personnellement, la première fois que j'ai voté comme eux, et voilà. Maintenant, là, moi, j'ai mon propre avis. Et... Je pense que t'es influencé aussi. Je crois que ma première élection, c'était pas présidentielle, donc il y a des chances que j'ai voté comme mes parents, et après, je crois que pour la présidentielle, c'était pas comme mes parents. Je sais plus. Un truc comme ça.
Le fait est qu'on est forcément influencé quand on est encore jeune et qu'on sait pas trop, c'est ça. qu'on n'a pas encore vraiment d'avis préétabli, quoi. Et c'est peut-être aussi le but de cette vidéo, c'est de montrer aux jeunes, regardez comme je suis cool. Comme ça, les jeunes ont peut-être, en arrivant devant l'urne pour la première fois l'année prochaine, peut-être, penser, tiens, Macron... On parle d'un truc des internets, un an avant, enfin, je me rappelle les élections d'avant, un an avant, je sais plus, les sondages, je sais plus ce que c'était, mais au final, c'était absolument pas ça. Un an avant les élections, on parlait pas de Macron. Je suis pas sûr que ça influe beaucoup le vote. Moi, j'ai du mal à le croire aussi, hein. Mais moi, je pense que vous sous-estimez l'impact d'exercices de communication comme ça, hein, que vous trouviez l'intérêt ou pas, je pense qu'on se rend pas compte du tout à quel point on peut être influencé par ce genre de choses. J'ai pour cela un excellent exemple. Ça va rester un petit peu au fond de notre tête, et même si on ne va pas du tout y penser, ça va peut-être déclencher quelque chose, peut-être des mots-clés autour du personnage quand on va arriver devant lui. Si demain Marine Le Pen fait une vidéo avec McFly et Carlito, qu'on le veuille ou pas, si elle se foirera complètement. Ce sera génial. Ce serait trop drôle. Ils sont partis. Je pense que ce sera surtout très gênant, l'image du débat. Oui. Je veux tellement voir Jean Lassalle avec McFly et Carlito. Mais en tout cas, si vous voulez un exemple assez concret de ce qu'Antonio défendait là, de dire du coup que en effet ce genre d'opération fonctionne en Belgique. On a eu ça aux dernières élections. A priori, ça fonctionne aussi. Hein. Ah ben nous en Belgique, moi j'ai le meilleur exemple. C'est du coup, comme en Belgique, vous le savez, les auditeurs peut-être pas, mais la Belgique est scindée en deux. Il y a une partie francophone, une partie néerlandophone, et du coup on vote. Enfin, il y a des partis francophones et des partis néerlandophones, et on ne peut pas voter pour ceux des autres. Donc moi, je suis obligé de voter pour les francophones. Côté néerlandophone, on a eu un parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, donc les intérêts flamands, en gros, littéralement. Et le Vlaams Belang est déjà soumis à un cordon sanitaire, on appelle ça. Donc un cordon sanitaire, ça veut dire que les chaînes de diffusion nationale ne peuvent pas diffuser leurs discours, leurs élocutions, leurs campagnes. Mais alors, sous quelle raison ? Parce que je suis d'accord que les actions, les idées qu'ils peuvent transmettre sont pas forcément top, mais qui juge ça ? Voilà, parce que c'était de la très très grosse extrême droite. Il y a eu dans le début 2000 de très très gros abus au sein de ce parti, dans leurs paroles, dans leurs propositions, et ça a été tout à fait inacceptable. Et depuis, c'est resté. Et du coup, donc, ce parti était... une décision de justice. C'est ça, c'est une punition, c'est une D'accord. peine. Et ce parti d'extrême droite, du coup, n'avait plus beaucoup d'intention de vote. Clairement, c'était un parti qui était en chute libre complètement. Il allait disparaître. Mais ils ont 2-3 nouvelles figures de proue qui sont des jeunes de moins de 30 ans, même 25, 26, 27 ans, donc des gens de notre âge qui sont du coup très jeunes pour de la politique. Et ils ont organisé toutes sortes d'activités dans des écoles, faire des sorties, des trucs de karting, j'ai vu, ils ont fait toutes sortes de sorties, elle a rien à voir avec plein d'écoles en Flandre. Et lors des dernières élections fédérales en Belgique, donc les élections qui élisent le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement, et les places du coup au Parlement, le Vlaams Belang a gagné, je crois, 7 places au Parlement, ce qui est énorme, puisqu'il y a 146 places dispatchées entre tous les partis. Ils en avaient 2 ou 1 et ils sont passés à 7. Donc c'est colossal. C'est colossal. Ils ont fait une avance énorme et les sondages prouvent bel et bien que ce sont les jeunes qui ont voté pour eux. Que ce ne sont pas des vieux, ce sont les jeunes. Donc ils ont touché. Et c'est notamment sur les réseaux sociaux. Je pense également c'est le parti de droite classique, je sais pas c'est quoi l'équivalent en France, pour la droite, je sais pas c'est quoi le gros parti de droite en France. L'UMP a été renommé, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le RPR. Bref, le président de ce parti en Belgique, Georges-Louis Boucher, dépense par mois plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des publicités sur Facebook, Twitter et compagnie. Et ça marche, il monte à mort en intention de vote et le gars devient ultra populaire, il se la joue un peu influenceur comme ça et ça marche super bien. Et même chose pour le Belang, il se la joue comme ça et ça marche super bien. C'est fou. Ça marche pas pour tout le monde. Hein. Mais dans le même genre, je sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ce qui avait tourné autour de Cambridge Analytica il y a quelques années. Avec Trump. Mais Trump et le Brexit. Avec pas Trump, hein, Trump et le Brexit en fait. C'est qu'on se rend pas compte, mais de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sans cet organisme qui a exploité un petit peu les publicités majoritairement Facebook visées en fait, majoritairement sur Facebook, oui. Sans ça, Trump n'aurait sans doute pas été président et le Brexit aurait sans doute pas passé. Du coup, j'ai une recommandation à faire là-dessus, c'est que si jamais vous voulez en savoir plus,
Il y a un super docu sur Netflix à ce sujet qui s'appelle The Great Hack, voilà, qui est un très bon documentaire et qui explique ça vraiment très bien. Est-ce que, en fait, là, de ce que j'ai pu entendre, de ce que vous disiez, j'entends vraiment qu'en fait, pour vous, les réseaux sociaux, en fait, deviennent plus importants que les médias traditionnels pour véhiculer des messages politiques ou même pour l'influence politique en général. Parce que là, la vidéo où Emmanuel Macron apparaît, il ne parle pas de son orientation. C'est pas la même chose, en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est un nouveau biais, et surtout c'est un nouveau biais qui est très peu réglementé. C'est ça, on en parlera, j'en parlerai à la fin de la chronique vis-à-vis du CSA et du pluralisme, oui. J'ai une question qui en découle pour vous là-dessus. Entre nous quatre, qui regarde encore la télé de manière intensive? Moi, je n'ai plus la télé, moi j'ai même pas la télé là chez moi. Moi, pas de manière intensive, mais... Et tu regardes une émission de temps en temps, mais tu regardes pas les pubs, tu regardes pas la chaîne en Si, continu, je regarde quotidien. Mais là, du coup, je divulgue mon parti, merde. Ah, raté. Mais je prends exemple, et je pense que en majorité, moi, Valkyrie Antagnon doit être comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris, c'est que moi, ma télé, elle me sert à regarder de temps en temps une émission parce que je veux cette émission et rien d'autre, ou à regarder autre chose qu'à la télé. Je regarde YouTube sur ma télé, je regarde Twitch sur ma télé. Ouais, je regarde pas de la télévision, je regarde pas TF1, je regarde pas M6, je regarde pas France 2, ou alors il faut vraiment que ce soit un programme particulier. Tu ne regardes pas les super débats sur LCI? Tu regardes pas Top Chef? Il faut regarder Top Chef. C'est les quarts de finale en plus. C'est pour regarder Pascal Pro. Tu regardes pas Touche pas à mon poste? Et bref, ça pour dire que notre génération, qui est la génération, alors on est entre deux, entre nous, la génération Y, on est un peu entre deux, les gens qui regardent beaucoup la télé et les gens qui ne regardent plus la télé. T'es juste un boomer, toi. Non, c'est juste le médium qui change. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on disait, c'est que l'internet n'est pas aussi bien réglementé que la télé. Or, le temps de visionnage commence à différer vers internet, vers les réseaux sociaux, etc. À l'inverse de la télévision qui perd de l'audience. Et la radio aussi perd de l'audience. Ça, les chiffres sont incontestables. Donc, si c'est contrôlé d'un côté, télévision, radio, etc., c'est tel quel, et que ça fonctionne tel que c'est comme ça, comme les gens regardent ailleurs aujourd'hui, forcément, le temps de visionnage, le temps d'aperçu des politiciens n'est pas le même. Bah écoutez, on va directement passer à cette partie, du coup, je vois que ça a l'air de vous intéresser, on va passer directement, du coup, au pluralisme politique. Est-ce que c'est le temps d'antenne C'est ça. Ouais. C'est le temps d'antenne attribué aux personnalités politiques. En France du moins, parce que j'ai cherché en Belgique et j'ai pas d'équivalent, et en effet il me semble pas qu'il y a ça en Belgique. J'étais simplement sur le site du CSA et en effet ils mettent ça vraiment en avant, que c'est une des plus grandes missions du pluralisme politique, c'est d'avoir une équité entre tout le monde. Comme ça, vous le savez, à titre d'information, 1/3 du temps d'antenne total est dédié au président, aux collaborateurs du président et aux membres de son gouvernement. Et les 2 autres tiers sont dédiés à tous les autres hommes politiques français. Donc, c'est uniquement par contre sur télé, radio. Donc, c'est ça, le problème, c'est que sur Internet, Macron a fait une vidéo de 30 minutes avec des youtubeurs. Les autres pas. Est-ce que est-ce qu'on verrait le début d'une guerre de politique sur YouTube, tu vois? Parce que je pense qu'on a déjà bien couvert le fait que en ligne, en fait, sur YouTube, les plateformes, les réseaux sociaux, on peut pas contrôler en fait qui a accès à quoi, parce que tout le monde en fait peut accéder à ce qu'il veut quand il veut. En revanche, ce qui peut être peut-être plus facile, ce sur quoi on manque de transparence, c'est peut-être tout ce qui est recommandé et tout ce qui est géré par algorithme, parce qu'en fait, la gestion de la data. C'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on vous montre ce que vous avez l'habitude de voir, en fait. Oui, ça tourne. Et c'est aussi un peu le problème, c'est qu'en fait, du coup, on va s'enfermer dans une idée parce qu'on va voir que ça. Et c'est peut-être le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça va peut-être nous enfermer dans des idées et nous empêcher de voir d'autres plus facilement, parce qu'on va nous montrer des choses vers lesquelles on est plus proche, peut-être politiquement ou idéologiquement plus généralement. Tout à fait. Est-ce que la solution ultime, c'est pas juste d'ouvrir les vannes et allez-y les mecs, c'est buffet à volonté, parce que c'est presque impossible de contrôler ça de manière équitable en fait. C'est surtout que derrière, il y a aussi le principe de neutralité du net. Hein. C'est ça. Voilà. Enfin, est-ce que la politique devrait s'insérer comme ça sur Internet? Est-ce que la politique devrait perdre un peu ce côté sérieux
C'est un peu je pense qu'on n'aura pas le choix que d'accepter ça. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est pas Oui, sur. c'est vrai. Quand tu vois Trump qui a fait sa campagne avec Twitter, avec des réseaux sociaux, vraiment, pour moi c'est le premier mec à avoir réellement utilisé les réseaux sociaux. Alors avec des magouilles comme Cambridge Analytica, etc. On est d'accord, mais il a quand même été le premier à se servir des réseaux sociaux et à fédérer des gens qui n'avaient rien à foutre de la politique sous leur parti. Alors après, plus ou moins tort. Bon, c'est pas la première fois que c'est les pas la question. États-Unis votent pour un mec. Enfin, Reagan, Oui. il a été élu parce qu'il Oui, était tout à fait. acteur, quoi. Enfin, Mais parce que c'était un ancien acteur et qu'il avait déjà une vision. Mais là, Trump, il a construit son image, en fait, pendant sa campagne. Il était connu avant, il était apparaissait de temps en temps dans des films, et il était connu un peu plus pour sa fortune que pour son parti politique. Mais aujourd'hui, comme c'est une question qui est tellement imposante, tellement compliquée, je suis presque à me dire, allez-y les mecs, vous avez carte blanche et allez-y, c'est fini. non, ça pose d'autres questions qui sont de l'ordre du pognon. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est les partis qui sont les mieux financés qui auront l'accès à beaucoup plus de publicité. Et ça pose une vraie question, et ça c'est réglementé aussi dans les financements de campagne, notamment présidentielles en France. Mais c'est ça que je disais, en Belgique on a eu des scandales avec ça, parce que des types claquaient des fortunes pour des Et c'est pubs pour ça Facebook. que la seule restriction, ce sera le budget qu'on t'a alloué. Mais au final, ta présence, si tu veux la faire full sur radio, full sur la télé ou full sur Internet, c'est ton budget qui déterminera combien tu peux en faire. Forcément, un spot télé, ça coûte beaucoup plus cher qu'un spot publicitaire sur YouTube, bien sûr. Donc on a de grandes chances d'avoir beaucoup plus de politiciens sur Internet. Et pas seulement sur la chaîne de Mélenchon ou sur la chaîne Twitch de, je sais pas, Fillon. Non, il n'y a pas de chaîne Twitch de Fillon. Je suis persuadé, ou peut-être que je suis quelqu'un qui s'est résigné, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'ouvrir les vannes là-dessus, et que ce sera seulement le budget capé de ta campagne qui régulera tout ça. Et j'ai en tout cas bien hâte de voir Marine Le Pen faire des unboxings de cartes Pokémon. Ça promet. Lipoutou. Oh non. Le Pen Oh, revient je l'ai parce que comprise, tu la dis- vanne. Oh, je l'ai. Oh, elle est incroyable. Je disais juste que on traite Donald Trump comme étant le premier à avoir exploité Internet pour se faire sa campagne, et je pense qu'on oubliait complètement la campagne de 2008 de Barack Obama, J'avoue. qui était entièrement basée sur Internet. C'est-à-dire qu'il a déjà, il s'est retrouvé face à John McCain. Donc, t'as Barack Obama versus John McCain, c'est des profils complètement différents. T'as Obama qui vient de nulle part. Et il a quand même collecté, je crois, 2 fois plus d'argent. Parce qu'il passait par Internet pour chercher des fonds, en fait, et pour convaincre des gens. Il s'est fait un énorme fichier de militants, comme ça, et c'est comme ça qu'il a été élu, hein. C'était plus discret que la campagne de Trump en 2016, mais il faut pas oublier que déjà en 2008, c'était déjà exploité à fond. Il y en a un qui a été plus subtil Barack. que l'autre. C'est ça. C'est l'année prochaine, c'est 2022, les prochaines présidentielles françaises. C'est ça. Je pense que on aura beaucoup de choses à voir d'ici là, hein, ça promet. Est-ce qu'on aura des hommes politiques sur le stream? Est-ce qu'on aura des hommes politiques avec Mister MV? On attend. Moi j'espère. MV, j'y crois pas trop. Non, Parce que c'est pas le genre, hein. Ouais, voilà. C'est pas du tout le genre. Mais c'est ça aussi, parce que justement, cette communauté internet qui est un peu anti-politique en soi, c'est souvent quelque chose qui revient chez ces personnalités, en tout cas d'internet, c'est que politique, c'est pas du tout le sujet. Mais en fait, on revient sur la question de qu'est-ce qui a sa place sur Twitch ou qu'est-ce qui a pas sa place sur Twitch, parce qu'en fait, les gens qui sont sur Twitch, autant streamers que viewers, ont l'air d'être un peu hostiles à l'idée d'avoir de la politique dessus. Mais en soi, c'est un peu comme la télé, tu vas sur la chaîne que tu veux, si ça t'intéresse pas, tu d'accord. Regardez, depuis une semaine, il y a une catégorie jacuzzi sur Twitch. Si j'ai envie d'aller voir quelqu'un dans un Oui, c'est jacuzzi, vrai, je vais sur la catégorie c'est jacuzzi. vrai, j'ai été Excusez-moi. voir Hot Tub. Mais C'est pour Ah, ceux t'as qui n'ont été pas voir suivi, il y avait qui, des grosses polémiques là-dessus. Mais Si vous voulez voir des gens dans leur jacuzzi, c'est là-bas. je suis pas contre le fait que les politiciens créent leur chaîne Twitch. Bien sûr qu'ils ont le droit, et bien sûr qu'ils peuvent aller commencer à j'allais dire faire de la propagande là-bas. Mais On en parlera tout à l'heure de propagande. mais par contre, que ces gens s'invitent, moyennant finance, sur des chaînes qui sont beaucoup plus visibles que la leur, là, ça devient en fait un conflit d'intérêts avec le streamer qui soit a envie de voir sa plateforme changer à cause de lui parce qu'il a accepté un cachet,
ou alors quelqu'un qui se dit bah moi je gagne assez avec les dons, avec les sponsors, etc. et je m'en sortirai bien comme ça. Et dans ce cas-là, les politiciens n'auraient que leur chaîne qui ne ciblerait que des gens qui s'y sont intéressés. Donc faut voir si la bascule se fait, et j'espère qu'elle se fera pas aussi vite qu'on l'entend. Je sais pas pourquoi, mais on parlait du stream tout à l'heure, je pense que Coca-Cola paiera plus cher que Macron pour aller sur... Bien sûr. Sur et puis l'image que t'as Red Shadow Legends. L'image que t'as étant sponsor par Coca, c'est quand même plutôt cool, alors qu'en réalité, sponsor par Philippe Poutou, bon bah... bah c'est juste hyper cool. Et moi j'aimerais honnêtement que Juste notre pour le podcast titre, soit c'est- sponsor par Jean Lassalle. Hein. Vraiment. Est-ce Contactez-le. qu'il écoute des podcasts, Jean Lassalle? Bah, est-ce qu'il écoute notre podcast? Jean Lassalle, si jamais vous nous entendez, j'adore ce que vous faites. On vous aime. Je regrette de ne pas être né dans votre pays et de ne pas pouvoir voter pour vous. Merde, j'avais dit que je donnerais pas mon opinion politique. Ça craint. Ah, ma femme, c'est cochonne. T'as retenu que ça? Oui, C'est quand même triste. oui. Non, il a un gros nez et un accent du sud. Et puis il fait du motoculteur torse nu dans les champs. Oh, quel homme ce Jean Lassalle. Je sais même pas de quel parti il est, Jean Lassalle, c'est triste quand même, tu vois. Mais C'est son propre parti. c'est quoi son parti? Mais il est axé quoi? Centre, droite, gauche? J'en ai aucune idée. Je sais pas. En vrai, qu'est-ce qu'on fait? C'est Jean Lassalle, putain. Est-ce que du coup vous avez trouvé que c'était déplacé ce genre de vidéo? Est-ce que c'était déplacé de la part d'un président? Je parle pas en tant que comme politique ou quoi, mais en tant que président, ce que ça représente, un président de la République. Enfin moi j'en ai pas, mais j'imagine. Enfin, Ah bah demande à Pascal Pro, il était En outré. Belgique, on est très proche de la culture française et du coup, ben voilà, je comprends l'image que vous avez de votre président et ce que ça représente pour vous. Est-ce que pour vous, ça dénigre la fonction ou est-ce qu'au contraire, c'est bénéfique pour son image à lui en tant qu'Emmanuel Macron? Ben ça, on l'a dit, ça lui bénéficie énormément. Mais est-ce que ça bénéficie aussi à l'image du président, le rôle que représente le président? Est-ce que si ça sera un autre président, est-ce qu'il aura toujours cette image un peu... Est-ce que pour vous, c'était bien? Est-ce que c'était bénéfique ou est-ce que ça ne l'est pas du tout? Moi, je pense qu'on peut dire que le président de la République, c'est le président de tous les Français, et donc il doit s'adresser aux Français à tous les Français. Les Français. Par le canal sur lequel il peut trouver tous les Français. Donc il va s'adresser à la télé pour voir les gens qui ont 50 ans et plus, et sur Internet pour les moins de 50 ans, je sais pas. La différence, c'est que sur la télé, pour parler aux gens de 50 ans, il va aller parler de politique et il va pas parler de la même chose en fait. Ouais. Est-ce qu'un invité de type qui s'amuse à faire des cumulets dans les jardins de l'Élysée, qui s'amuse à parler de drogue face au président parce que oh lol, c'est trop marrant, j'ai parlé de pétard devant le président. Enfin, est-ce qu'il s'est pas ridiculisé? Parce que j'ai regardé des débats qui en traitaient et ces hommes politiques, d'autres hommes politiques en parlaient comme d'une vraie ridiculisation de sa personne et du rôle surtout. Parce que on a peut-être une vision très presque monarchique, je trouve, de la fonction de président. Oui, après la 5e République ça c'est historique. C'est historique, je suis d'accord, et dans peu de pays, finalement, on a cette vision-là où c'est vraiment presque un illustre et qu'on doit pas toucher à cette personne-là. Je suis plus pour une ouverture d'esprit là-dessus, au final. Alors que ça passe par une vidéo YouTube, par un challenge ou tout ce que tu veux. Bon, évidemment, la forme fait beaucoup de choses, mais on va y passer quoi qu'il en soit, et dès que c'est fait là, ça me dérange pas. En plus, ils ont invité Ultra Vomit sur la pelouse de l'Élysée, moi ça me va très bien. Voilà. Mais non, mais faut arrêter de mettre des personnes, en particulier une personne comme le roi du monde. Il a un rôle certes important, très important en France, mais c'est pas un dieu non plus. C'est pas pour autant qu'il faut qu'il soit loin de tout. C'est sûr. Forcément, quand t'as connu pendant 40 ans des présidents qui ne parlaient jamais avec des journalistes, sauf en conférence de presse... Surtout qu'ils n'avaient pas Internet et qui pouvaient s'exprimer que par la presse, en fait. Ça te fait un choc, forcément, quand t'as vu ça toute ta vie. Ça a dénigré son image vis-à-vis des vieux, mais ça a été ultra bien pour vis-à-vis des plus jeunes, je pense. Putain, je peux dire un micro-truc, hein, parce que moi je trouvais que... Au-delà de la fonction présidentielle, moi je vous rejoins assez bien sur le fait qu'en France on sacralise un peu, peut-être trop, la fonction de président. Mais je trouve que la vidéo ne sert pas à la politique au sens général, quoi. Et que... Enfin, c'est un sujet ultra complexe, mais en fait, on voit bien que si on tendait vers une amélioration de l'éducation politique, ça irait un peu pour le mieux, et ce genre de vidéo, elle serait pas forcément
utile en termes de communication. Ah, c'est vraiment, cette vidéo a l'air dénuée de sens, dénuée d'intérêt, hein. Pour moi, le message est très bien dissimulé, et c'est une vidéo qui est pas du tout politisante, en fait. Et c'est ça que je m'attendais à ce qu'elle soit comme ça. Ça aurait été horrible s'il y avait un vrai message politique derrière. Bon allez, balance-nous ta surprise, là. Alors, avant de passer du coup à cette petite note légère, je tiens à rappeler évidemment que c'était nos avis personnels. Il faut pas venir nous agresser comme des malades si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et on sait que vous êtes nombreux. N'hésitez pas évidemment à peut-être réagir, hein, si vous avez des réponses à dire, des réactions sur ce qu'on a pu dire. Mais voilà, ce sont nos avis, ça n'engage que nous. On ne pense pas tous de la même manière et faut pas nous taper dessus pour ça. Merci. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, si vous nous écoutez et que vous voulez venir sur le plateau pour une partie de Zimmer ou pas Zimmer, on vous attend de pied ferme. Zimmer ou non Zimmer? Et du coup, maintenant, je vais vous parler d'un autre président qui a aussi, qui avait un peu fait parler de lui à l'époque, mais bon, je vous parle de ça, c'était dans les années 70, les années 70, je vais parler un peu en français pour vous faire plaisir, hein, parce qu'on parle de France. Dans les années 70, avec le tant regretté Valéry Giscard d'Estaing, avec de nouveaux invités. Il parlait déjà de ses chiens, vous verrez que les chiens de Valéry, apparemment, c'était quelque chose d'assez important, visiblement, ça représentait beaucoup pour lui. Vous allez voir. Je l'ai trouvé un peu gênant. Ah, c'est très gênant. C'est un numéro de dressage de chien. Parce que j'ai un chien qui est à l'Élysée, qui s'appelle Jugurtha, et c'est un chien savant. Alors je vais le faire venir sur la scène, et il va vous montrer ses tours. Actuellement, je le cible. C'est comme ça qu'on appelle Antonio avant les podcasts. Vous voyez bien? Vous le voyez? Mais là, ces gens ne sont pas en mesure de voter, c'est des enfants. Ce sont des enfants. Hein. des enfants qui auraient voté Valéry Giscard d'Estaing 15 ans après, quoi. Et là, ils appellent le chien. Attendez, attention. Écoutez, il n'est pas là. Il faut dire que c'est un chien qui est un petit peu timide. Alors que peut-être son dressage n'est pas tout à fait suffisant, je vais continuer à le dresser pendant 1 an. Voilà, c'est tout. Super. Bah attends, c'est pas fini. Alors, en attendant, je voudrais voir Claude François. Est-ce que Claude François est Oui. Ouais. Vous l'aviez pas vu celle-là où il chante avec Claude? Il a un superbe costume, il a un costume présidentiel. Est-ce que vous trouvez que Claude François chante bien? Bon, c'est votre avis. Moi, je trouve d'abord qu'il danse très bien. Il a un rythme formidable et Claudette aussi. Ce ne sont pas des questions, arrêtez de répondre. Je crois aussi qu'il chante bien, mais tout à l'heure, il y avait l'orchestre qui l'aidait, il y avait les chanteuses qui l'aidaient, il ne chantait pas tout seul. Alors je pense que pour voir comment il chante, je vais lui apprendre une chanson. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument, mais... Oh là là. C'est bientôt fini, t'inquiète. Ah, Claude qui chante ça, c'est formidable. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing au piano, hein, évidemment. Ça a été diffusé quand, ça? Oh, en 75 apparemment. Je sais Merci pas par contre beaucoup. si c'est passé à la télé, mais du coup oui, c'était filmé et tout. Je le retrouverai assez facilement. Les images sont encore plus drôles parce que du coup, il y a Valéry Giscard d'Estaing en train de faire du piano avec Claude François assis sur le piano, quoi. C'est une image assez forte, je trouve. Je trouve ça très très drôle. Mais du coup, Oui, donc de là à ce qu'il fasse des vidéos avec les youtubeurs. voilà. Finalement. Mais c'était un peu le précurseur de ce concept, je pense. Moi, ça m'a, en tout cas, voilà, je suis tombé par hasard là-dessus, ça m'a beaucoup fait rire. Et pour le reprendre, pour clôturer cette chronique, je n'aurai juste à dire au revoir. Oh, malin. Bravo. Oh, le Merci. beau mot. Merci. Le bon Merci, mot. merci. Ah, c'était... J'ai applaudi des C'est deux pour mains. ça que tu nous as fait enfiler 5 minutes de Clo-Clo, là?
Mais attends, je suis désolé, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, arrêtez. Vous avez toujours rêvé de voir Valéry Giscard d'Estaing et Claude François en duo, s'il vous plaît. Ouais, je suis désolé, ouais, c'est vrai que j'étais pas surpris, je l'avais déjà vu, donc... Et on dirait un YouTube Poop, on dirait le titre d'un YouTube Poop. Clo-Clo-Fit, le directeur de la Gaule. C'est incroyable. VGE à Moulinsart. Et voilà, on peut passer à la suite. C'est tout pour moi. Ah, on va parler de zombies. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est une chronique bouquin? Allez, on va parler de bouquin. On va peut-être introduire avec le film, parce que je crois que certains d'entre vous l'ont vu, mais on va parler de World War Z. D'accord. Putain, je pensais qu'on parlait de bouquins genre le catalogue La Redoute, et non, bon, bah écoute. Moi, j'aimerais bien regarder les madames... Tu pourras regarder les lingeries, putain. Les zizi en plastique à la fin. Je fais ça pendant qu'on va faire la chronique, d'accord? Allez, vas-y, Ok. lance le jingle. Je lance le jingle. Tu nous fais un diapo pour la fin, s'il te plaît? Allez Marcel, à la Bibliothèque nationale de France. On passe au chapitre suivant. Ce roman est l'histoire d'un homme qui n'a pas de toaster. L'auteur a voulu pousser un cri, dénoncer le manque de toaster. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Tu sais lire, toi. Eh bien, nous allons commencer cette petite chronique du livre parfait pour caler la commode avec donc le thème de World War Z. Exactement, on va parler zombies. Pour tout le reste de ta chronique, je parlerai uniquement en zombies, d'accord? Si tu veux. Ça va être long. Hein. D'accord, tu rotes un peu tôt, là, de faire un zombie. Non, mais il arrive, t'inquiète. L'euro ou le zombie? L'euro. Bon, eh bien, donc je vais vous parler de World War Z. C'est un bouquin qui est écrit par Max Brooks. Mais avant ça, est-ce que, de votre côté, vous êtes un peu friand d'histoires de zombies? Est-ce que vous avez déjà vu des films ou des bouquins, etc. Allez-y, c'est à vous de parler. Moi, je me rappelle des soirées endiablées sur Left 4 Dead avec Antonio, mais à part ça... Ah ouais. Ah oui, dans le jeu vidéo, c'est tout à fait. Plus dans le jeu vidéo que dans les films, les séries et le reste pour moi. Plus dans les jeux vidéo que le reste en tout cas. On a eu une grosse période à partir de 2000-2005 de beaucoup de zombies, que ce soit jeux vidéo, films, on peut citer même séries, hein, The Walking Dead, tout à fait, ouais. Walking Dead. Ouais, il y a World War Z, les Shaun jeux of the vidéo, Dead aussi. Shaun of the Dead bien sûr, évidemment. Shaun of the Quelle Dead. pépite. Je suis une légende, c'est des vampires, mais bon, c'est des zombies. Non, mais c'est aussi comme dans le genre zombie, ouais. Mais alors ça s'est calmé, mais effectivement on avait une grosse période de 10 ans là où on avait du zombie partout. Eh ben en effet, parce que le zombie, quand même, Ça remonte à Romero, voilà, le exactement. Le master des zombies, d'ailleurs, c'est plutôt les morts vivants, c'était George Romero, qui dans les années 70-80, puisque La Nuit des Morts Vivants, donc son film, c'est en 1968. C'est quand même pas le Batman dégueulasse, Romero. Attends, mais c'est Frankenstein le premier vrai zombie. Non, mais les zombies tels qu'on les voit aujourd'hui, en fait. Oui, hein. oui. Tout vert qui pue. On parle pas forcément de la créature qui renaît après sa mort, hein. On parle vraiment de cette armée de corps inanimés qui se relèvent et qui attaquent l'humanité. Voilà. Alors c'est quoi un zombie? C'est juste un mec qui attaque l'humanité? Parce que Frankenstein, il fait un peu la même chose à la fin, alors pas l'humanité entière, mais un zombie c'est quoi? C'est un zombie, c'est un mec qui est tombé malade et qui revit? Ah bah c'est une bonne question. En effet, c'est j'attends la réponse, et j'ai les bras croisés comme ça, j'attends. Et bien, en fait, oh merde, merde, je reprends mes notes. Non, en gros, disons que il y a les morts vivants, les zombies, les ghouls. En gros, ça fait une belle grosse famille qui te permet ensuite pour n'importe quel auteur, réalisateur, de faire n'importe quoi avec ça. C'est-à-dire que c'est pas acté que les zombies ce soit un virus. C'est pas acté que les morts vivants ce soit des morts qui renaissent par un processus magique. En fait, c'est cette fameuse grande famille juste de cadavres qui attaque l'humanité. Voilà. C'est clair. joyeux. Ah oui, tout à fait. On parle de politique et de cadavres, parfait. Pas de chronique. Ah bah, une belle transition. Bah toi, tu parlais bien de bagnoles qui veulent tuer des gens, c'est pas mieux, hein. Oui, mais c'est cool. Bref, j'arrête là. Attends, mais tu vas voir. Comme Macron. Bah merci, je me barre. Et donc du coup, Roméo il arrive avec sa Nuit des Morts Vivants en 68, qui est un carton plein, hein, ça marche du tonnerre, si bien que entre 70 et fin des années 2000, il y a
plein de films de zombies, et ça commence à devenir un peu chiant entre 90 et précisément 2003. C'est bon, les gens commencent à se lasser un peu des zombies. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période de 10 ans où il s'est pas passé grand chose. Et en 2003, il y a un film qui révolutionne un peu tout, c'est 28 jours plus tard, Danny Boyle, où Danny Boyle arrive avec des zombies qui arrêtent de ne faire que marcher, et ça commence à courir, et ça commence à faire un peu plus flipper. Et grâce à ce film, de nouveau, et c'est là où on en a parlé juste avant, en effet, il y a une flopée de films, ça repart à toute vitesse, Walking Dead, excellentissime Shaun of the Dead, qu'il faut absolument voir, Je suis une légende, etc., jusqu'à en 2013, quand même assez vieux, 2013, 10 ans plus tard, le film de World War Z, produit et joué par Brad Pitt, et est-ce que certains... Produit par Brad Pitt. Ouais, la boîte de production Plan B, qui appartient à Brad Pitt. Pratique pour se trouver des premiers rôles. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que du coup, certains d'entre vous l'ont vu, World War Z, le film? Au cinéma. Oui, je m'en souviens plus du tout. Moi, je l'ai vu avec une fille, mais du coup, j'ai pas vu la fin. Bon, tu sais... Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez, à part du coup Antonio il s'en souvient pas, non, il y a pas de scènes qui vous ont marqué dans le film? Ah bah si, bien sûr que si. Le mur là. Le mur, alors c'est à Gaza ou c'est Jérusalem, je sais plus. C'est Jérusalem. Voilà. Oula, attention, Jérusalem, ça glisse comme thème. Attention là, quand je vous disais on allait être pas mal dans politique aussi là. La période n'est pas propice en ce moment. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas. Israël ou Palestine, Glory, alors, hein? Ah mais attendez, spoilez pas, on y arrive. Palestine. Je sais que cette scène moi m'avait impressionné parce qu'en fait, c'est des zombies qui courent vite et qui savent qui se montent dessus et du coup, ça fait une montagne humaine et c'est horrible de penser à ça parce que rien ne les arrête en fait quand c'est comme ça. Donc cette scène en particulier avec ce mur qui pourtant est super haut est assez flippante. Ouais. Avec l'hélicoptère qui tourne autour, non, c'est vrai que c'est une vraie belle scène du film avec des beaux plans où c'est cette montagne de cadavres en effet qui avance et qui permet de rentrer dans la ville fortifiée. Et il y en a d'autres qui se souviennent un peu d'autres scènes. Je pense que c'est en effet la scène marquante du film, celle-ci. Je sais qu'il y a une pub pour Pepsi à un moment dans le film. Tout à fait. Il s'arrête à un distributeur et on voit bien qu'il prend une canette. Voilà. Le distributeur est rempli de Pepsi, ouais. Mais qui prend du Pepsi dans un distributeur? Ah bah avec quelqu'un qui a besoin de gagner de l'argent. Pepsi, c'est ce que tu prends quand tu arrives dans un restaurant, tu demandes à Coca et ils te disent on a que du Pepsi. Écoutez messieurs, quitte à être tranchant avec vous, à ma gauche, j'ai une canette de Pepsi. Bon allez, c'est bon, je me barre. Moi si j'avais ça, j'aurais jamais signé pour ce podcast. N'écoute pas Fanta Exotique, il saura jamais ce qui se passe entre nous. C'est si bon. C'est terrible. Délicieux. Bon, en tout cas, World War Z, c'est globalement un film moyen de zombies. Ça a pas été du tout bien apprécié par la critique, mais ça reste quand même un film qui est clairement divertissant. Il y a des scènes qui sont absolument pas terribles, comme cette fameuse scène de Pepsi, comme cette fameuse scène où le scientifique qui est censé sauver l'humanité trébuche et se tire une balle sans faire exprès. Mais il y a des scènes quand même qui sont absolument dantesques, avec notamment le mur de Jérusalem. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce film, c'est complètement l'opposé du bouquin, et que Max Brooks est allé jusqu'à renier le film publiquement. Alors c'est le même symptôme que Je suis une légende, où le bouquin aussi est complètement différent du film. Complètement. Pour avoir lu le livre et vu le film, ça se rejoint quand même pas mal, mais c'est pas du tout la même histoire. C'est la même base, mais voilà, c'est pas le même film en fait, sinon. Et bah tu vois, moi je pense que pour le cas de World War Z, je pense qu'ils l'ont acheté les droits spécifiquement pour pouvoir utiliser l'idée du mur de Jérusalem. Je pense. Parce que ça... Et le nom, non? Ben oui, parce que... Pardon? Et le nom aussi, j'imagine. Ah bah le nom, sûrement, pour faire vendre, parce que en effet, le World War Z, le bouquin, a assez bien fonctionné aussi. Mais je pense que c'est l'idée du mur de Jérusalem qui a été pris, parce que sinon,
vraiment, littéralement, le reste est différent. Si éventuellement Brad Pitt joue un mec de l'ONU, et dans le bouquin, on va suivre un homme de l'ONU. Mais c'est tout. C'est-à-dire que dans le bouquin, les zombies, en fait, sont des zombies qui marchent. Donc après, je comprends complètement le fait d'adapter une vraie grosse adaptation avec des zombies qui sont un peu plus vivaces à l'écran pour rendre la tension un peu plus palpable. Moi, je comprends. Mais du coup, c'est complètement différent. Le mur de Jérusalem, dans le bouquin, il tient. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces du bouquin, c'est-à-dire que Jérusalem a vu la menace avant tout le monde et a réussi à s'en protéger. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le film, il cherche un vaccin, et les zombies ignorent les malades. Dans le bouquin, il n'y a absolument aucune mention de tout ça. Est-ce que ce serait pas un peu une allégorie de la pandémie Covid-19, tout ça, Israël qui arrive à tout avant tout le monde, écoutez, les vaccins qui sauvent tout le monde. Écoutez, est-ce que les zombies ont fait le vaccin AstraZeneca? C'est ça la question. Encore une propagande des influenceurs. Et donc c'est très politique ce soir, hein, vraiment. Ah bah oui, on est très engagés. Ouais, tout à fait. Mais c'était très perturbant. C'est un bouquin que j'aime beaucoup. C'est un petit peu, ça m'a beaucoup, ce que j'appelle un de mes bouquins triches. Vous savez, quand on est en études sup, quand on fait encore des cours d'anglais, il faut parler de bouquins en anglais à chaque fin de trimestre. Bah, je pense qu'un trimestre sur deux, je parle de World War Z, vous voyez. C'est un des bouquins que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous en parler, et du coup de le relire pour cette chronique. Après tout le bordel Covid, ça résonnait... Ça fait 2 semaines qu'il ne dort plus. C'est très 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 étonnant. Donc je vous propose de vous plonger dans l'histoire. Donc pour des petites informations techniques, parce que c'est quand même bien de le dire. Donc c'est un bouquin qui a été écrit par Max Brooks, qui est originaire des États-Unis. Donc avant cela, il a écrit Guide de survie en territoire zombie. Et ensuite, il a écrit World War Z, Guide de survie en territoire zombie en 2003, puis World War Z en 2006. Il aime bien les zombies, quoi. Oui, tout à fait. Je viendrai pas le premier, et j'ai jamais eu le temps de le lire, en fait. Le Guide de survie en territoire zombie ? Ouais, on en a déjà parlé plusieurs fois, et j'ai jamais pris le temps de le lire. Bah, on va en parler. J'ai préparé un micro-quiz à la fin, justement, pour que vous soyez prêts à l'invasion zombie à la fin, ça va être rigolo. C'est ce genre de bouquin où, alors que tu sais que ça n'a aucune chance d'arriver, t'es quand même content de l'avoir fini, t'as l'impression d'en savoir plus que tout le monde. Est-ce que t'as pris des notes, juste pour... Comme quand tu regardes des émissions avec Bear Grylls où il boit sa pisse... Ouais, voilà, ça fait un peu cet effet-là. Regardez, j'ai mis une corde, c'est pour attraper un écureuil. Putain, ouais. Ça peut servir. Depuis, je me nourris exclusivement d'écureuils. Et la population d'écureuils dans mon quartier a diminué drastiquement. Donc voilà. Bon, la grosse différence quand même entre le bouquin et le film, c'est que, et c'est aussi, je pense, pour ça que Max Brooks a renié le film, c'est que les messages véhiculés sont excessivement différents. Là où dans World War Z, le film, on a un énième film hollywoodien américain où un seul homme va sauver l'humanité. Max Brooks, putain, je vais pas réussir à le dire, notamment dans son livre Guide de survie en territoire zombie, explique que l'individualisme, c'est du caca. Et que c'est que en groupe qu'on peut contrer cette menace. Et pour cela, donc, je vous lis une petite phrase extraite du Guide de survie en territoire zombie, qui est « Comme pour n'importe quel type de combat armé, la lutte anti-mort-vivant n'est jamais l'affaire d'une seule personne. On l'a vu, les sociétés occidentales et surtout américaines baignent dans la culture des super-héros. Un seul homme au nerf d'acier, bien armé et parfaitement entraîné peut conquérir le monde. Ceux qui y croient de telles âneries feraient tout aussi bien de se déshabiller, d'appeler les zombies, et de se coucher tout nu sur un plateau d'argent. Si vous y allez seul, non seulement vous mourrez, mais vous irez aussi grossir les rangs des zombies. Le travail d'équipe a maintes fois prouvé sa supériorité stratégique dès qu'on envisage sérieusement d'annihiler l'armée des morts. » Bah, Left 4 Dead, hein, voilà. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, c'est beau. Très bien, très bien. J'aimerais, Gibon, si t'as d'autres extraits à lire pendant cette chronique, j'aimerais que tu changes d'accent à chaque fois, s'il te plaît. Oh putain, ok. Là, tu nous fais un accent belge, je me casse. L'accent belge, je me casse. L'accent créole, enfin bref, tu trouves un truc, quoi. Québécois. Ah oui, donc là, comme ça, on se met tout le monde. Voilà. J'ai pas de problème avec les accents et le politiquement correct, puis c'est vrai que ça peut être un petit peu... Ça peut être mal interprété, je pense.
Alors, je plaisante. Non, tu plaisantes pas, non. Non, mon gars. Bah, j'avoue que Gibon qui fait l'accent belge, j'aimerais bien voir ça quand même. Mais... Oh, non, pitié. Votre frite m'empêche de me blesser. Putain, fieu, t'es vraiment un caboyard, arrête. Voilà, c'est tellement insultant. Ouais, c'est vraiment, t'es un bâtard. Bah écoutez, parce que sinon, je peux parler comme cite ça. Le Golden Show pour tout. Écoutez, jusqu'à la fin de la chronique, je parle comme un Français alors. Je vais parler comme ça. Les Français. Tu vais pas parler comme un zombie. Quel accent ça? Le zombie français. Attends, moi je viens de Paris. Tu connais Paris? Moi j'habite Paris. Dans le 93. Tu connais? Baguette. Bon allez, ouvre ta boîte à camembert et on est parti. Eh ben, en parlant de boîte à camembert, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais. Donc avec World War Z, ce qui est vraiment très différent de ce qui a été déjà fait avec les films et les bouquins de zombies, c'est que Max Brooks va partir complètement de côté et va nous écrire ce qu'on peut appeler dans le métier du cinéma un documentaire. C'est-à-dire qu'il va il va écrire un livre qui se veut le plus réaliste possible, et il va partir du principe que la guerre des zombies c'est déjà terminé. En gros, le bouquin on suit un gars de l'ONU qui a traversé la guerre, mais qui va pas en parler lui-même, et qui se dit que après avoir vécu tout ça, il faut absolument récolter la parole des gens, ce qu'ils ont pu vivre, et faire un travail de thèse là-dessus, un mémoire en gros, et le livre est en fait une succession d'interviews au fur et à mesure de la guerre. Donc c'est pas un roman, c'est plus une suite de nouvelles au travers du globe, quand même pas mal États-Unis puisque Max Brooks est américain, mais qui va nous donner à lire, à voir ce monde post-apo zombie. Et comment les gens ont vécu la guerre. Donc c'est un peu une uchronie, c'est pas tout à fait clair à partir de quand la menace zombie se déclenche, je dirais que c'est à peu près les années 2000, éventuellement 90, j'ai pas trouvé la mention précise de la chute de l'URSS, mais on parle encore de Fidel Castro, donc en fait... La crise de la vache folle. Non, on parle pas de la vache folle, on parle pas non plus du 11 septembre, donc je pense que comme c'est sorti en 2006, à mon avis c'était trop tôt, mais il a vraiment ancré son œuvre, voilà, une uchronie. Tout le monde est familier avec ce terme, uchronie, ou pas? Bah oui, mais tu peux toujours en répéter rapidement la définition. Le meilleur exemple d'uchronie, je pense le plus connu, c'est Le Maître du Haut-Château. En gros, c'est une divergence dans l'histoire. Si un événement s'était passé comme ça, qu'est-ce que ça donnerait? Le Maître du Haut-Château, c'est si les nazis avaient gagné la guerre, et comment ça se passerait aux États-Unis, occupés par les Allemands et les Japonais. Et World War Z, l'Uchronie, c'est si, dans les années 90-2000, une épidémie de zombies arrivait, qu'est-ce que ça donnerait alors qu'elle a été gagnée par l'humanité. Voilà. Très bien. Donc, si je vous ai expliqué un peu le bouquin, en gros, voilà, on est vraiment face à un travail un peu atypique, c'est-à-dire qu'on rentre pas dans quelque chose de romanesque, on va presque écarter le côté fantaisie en fait. On va s'attacher aux gens, on va essayer de mettre un peu de côté les zombies, bien sûr, c'est le sel du bouquin, c'est ce qui fait que la guerre a eu lieu, mais on va s'attarder sur comment les gens ont vécu cette guerre, et au travers de plusieurs interviews. Il y a une introduction, et ensuite plein d'interviews scindées en plusieurs parties, et toutes les interviews suivent le même schéma. Il y a une introduction d'interview, qui est le moyen pour le gars de l'ONU d'expliquer où est-ce qu'il rencontre la personne, et ça nous laisse l'instant d'une vingtaine de lignes, grand maximum, un aperçu de ce que pourrait être le monde post-apo. Et on n'en verra pas plus. Et ça nous laisse le temps de voir très rapidement que les gens vivent principalement sur des maisons à pilotis maintenant, ou en mer, ou que les dirigeables sont revenus à la mode. On est vraiment dans un bouquin qui se veut très réaliste. Et ensuite, la deuxième partie de chaque entretien, de chaque interview, c'est l'entretien proprement parlé. Il y aura très rarement des questions, ou justement pour aller chercher plus loin dans la personne ce qu'elle ne veut pas dire. Et encore une fois, c'est très bien amené,
parce qu'on sent que les interviewés n'ont pas envie d'en dire trop, mais justement il le faut pour le bien le devoir de mémoire presque. Ils disent pas trop parce qu'ils sont choqués de la situation et que qu'ils ont du coup peur d'en reparler, ou c'est parce qu'ils veulent cacher des choses? Justement, ce qui est très intéressant, c'est que Max Brooks joue là-dessus. Il prend la parole des interviewés, c'est-à-dire qu'il peut aller complètement dans le trash si le mec était un trash de base, ou alors très subtil si le gars était très subtil, justement si quelqu'un qui avait pas forcément envie de se mouiller. Typiquement un exemple, il va interviewer quelqu'un qui est dans l'équivalent d'un goulag, la personne ne peut pas trop parler. Elle pourra pas aller trop loin dans son histoire, mais pourtant ce serait bien qu'elle le fasse, mais elle peut pas. Donc il y a plein de petites interviews comme ça qui permettent de reconstruire un monde post-apo qui a vécu une épidémie, une pandémie mondiale. Ouais, mon gel hydroalcoolique, je l'ai perdu. J'ai du pastis, ça fera l'affaire. Toi, tu parles de ton gel alcoolique plutôt. Il a la petite canette de 8.6 à côté pour s'humidifier les mains. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement quelques interviews dans les premières parties du bouquin, sans trop vous spoiler la suite. Et ensuite, on pourra discuter ensemble de comment, si vous avez des questions sur comment le monde pourrait vivre une épidémie zombie, parce que peut-être que potentiellement Max Brooks y aura répondu avec ses mots à lui, bien sûr, avec son imagination, dans son bouquin. Il est pas exhaustif, mais il brasse un panorama des années 2000 extrêmement conséquent, je trouve. Moi, j'ai noté à la fin, justement, quelques petites nouvelles que j'aurais bien aimé retrouver, mais c'est très bien pensé, à la limite, des fois, du abusé, tellement c'est malin. Le livre est décomposé en 8 parties, qui sont les premiers symptômes, ensuite la faute, grande panique, retournement de situation, première ligne, autour du monde et ailleurs, guerre totale et adieu. Et dans chacune de ces parties, va y avoir de 6 à 8 interviews différents qui nous permettent de justement brasser et de voir ces fameux panoramas que je disais. Donc pour les personnes qui n'apprécient pas forcément l'univers des zombies, je recommande quand même ce bouquin, parce que au-delà des zombies... Vous n'avez pas le choix. Eh oui, vous n'avez pas le choix. En fait, ça nous permet de voir énormément de choses, et surtout, Max Brooks en profite pour tirer un peu sur tout le monde, mais on en reparlera plus tard. Donc je vais commencer avec les premiers symptômes. Et là, je vous invite à la question à 1 million. À votre avis, dans quel pays commence l'épidémie ? Aux États-Unis. Alors, voilà, les productions voudraient que ce soit aux États-Unis, mais après, si on se base sur le réalisme, ce serait là où il y a beaucoup de population, donc Chine ou Inde, je dirais. Petite idée, Antonio ? Madagascar ou l'Islande. Singapour et le Bhoutan. Vous avez jamais joué à Plague Inc? Bien sûr. C'est les deux pays les plus c'est vrai, c'est vrai. L'Islande. Il est malin, Antonio. Il est fort. Moi, si j'étais une épidémie, c'est là que je commence. Non, la Nouvelle-Zélande aussi, vraiment c'est la merde. Moi, c'est souvent la Nouvelle-Zélande qui tient le coup. Eh bien, en effet, c'est pour ça que j'ai pointé le côté un peu réaliste du bouquin, c'est Glory qui a évidemment raison. Comme d'hab. C'est en Chine que ça démarre. Ça fait déjà peur. Déjà, tous les films de zombies qui commencent en Chine, ça fait peur. Parce que c'est tout à fait probable. Et oui, Ah, mais... pourquoi ce serait probable ? Pourquoi ? Beaucoup de population. Glory a déjà donné failli. Puis déjà Covid, quoi. Bah Oui. voilà. Et c'est ça qui est tout à fait flippant en relisant ce bouquin, c'est que tout ce qu'il explique, ça s'est produit l'année dernière. Oh non. Oh non. Genre, il avait prédit, tu sais, le pangolin et la chauve-souris. C'est le pangolin. Non, masque, il avait prédit en effet une sorte de petit amphibien ou une connerie qui a mordu quelqu'un dans un marais, quoi. Une connerie comme ça. D'ailleurs, aucun rapport avec la Chine, mais allez voir Train to Busan. Hein. Ouais, j'avoue, il est pas mal aussi. Alors, du coup, c'est la Corée, ouais. Mais c'est la Corée, oui. Et du coup, en Chine, tout à fait, il y a la question du nombre, qui est évidemment sûrement la raison première pour que ça prenne une ampleur sans précédent directement. Il y a la question, et on l'a bien vu avec le Covid, de la rétention d'informations. Mais ouais, ils sont louches. Ah, j'aime pas. Ça me fait peur.
qui est terrible, c'est que en effet, ils ont étouffé l'affaire à bien des égards, et c'est prouvé. Les premiers médecins qui ont alerté sur le Covid, eh ben, ils ont été enfermés. Et c'est exactement ce qui se passe dans World War Z. C'est-à-dire qu'on suit un médecin. Je peux m'en aller. Non, ça se passe bien, t'inquiète. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la guerre les humains ont gagné, hein, dans ce bouquin. Donc, bon, on suit beaucoup moins nombreux, mais ils ont gagné. Ah, à quel prix, je ne sais pas, mais oui. Ils sont 14. Et du coup, on suit un médecin chinois qui arrive dans un petit village de campagne et qui découvre ce qu'il appelle le patient zéro, parce que c'est le premier qu'il a vu, évidemment. Et il se rend bien compte du problème quand un enfant attaché, bâillonné, s'énerve devant lui quand il essaie de lui prendre son pouls, mais qu'il ne sent pas de pouls, et que les bras qui sont attachés derrière sa chaise s'arrachent, puisque la chair est trop abîmée, et qu'il rampe au sol pour l'attaquer. Le médecin chinois comprend que ça ne va pas aller du tout, et 2 semaines plus tard, il perd le contact avec son fameux ami, l'autre docteur qui avait déjà vu des cas similaires. D'accord. J'ai une question aparté. Il y a dans les films ou dans les séries ou autres, je sais pas pourquoi, mais en fait, est-ce que c'est des mondes où le principe du zombie était déjà existant dans des œuvres fictives de ce monde-là? Par exemple, dans The Walking Dead, tu n'as jamais le mot zombie qui est prononcé. C'est toujours mort-vivant ou un autre nom. En fait, j'ai l'impression que dans ces œuvres-là, le principe du zombie, c'est-à-dire d'un mec qui se réveille et qui vient buter des gens en étant cadavérique, ça n'a jamais été pensé dans les œuvres culturelles. Alors du coup, est-ce que dans cette œuvre-là, les gens savent ce que c'est qu'un zombie et par conséquent font la relation? Ouais, ça parle de zombies. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avec le mot zombie, j'ai regardé un petit peu, déjà, c'est une chanson. Hein. Oui, déjà. C'est que, justement, à cause de cette fameuse période de George Romero aux années 2000, le zombie est devenu un peu ridicule. Justement, c'est le mort-vivant qui se traîne et qui est pas dangereux, finalement. Le mot zombie est devenu un peu ridicule aux États-Unis. Et il a été remplacé par ghoul ou des trucs comme ça. Et dans ce bouquin-là, on connaît le mot zombie. Alors, ils font pas mention d'œuvres antérieures. Mais c'est un vrai travail de psychologie, justement, là-dessus. On sent que les personnes ont du mal à prononcer même le mot zombie ou même le mot ghoul. Et les gens humanisent la créature en l'appelant des fois Zach, ou Z, ou G, Z pour zombie, G pour ghoul. En fait, on sent que les gens peinent à concevoir la menace. Commence avec plusieurs foyers en Chine. Comment ça se fait que depuis la Chine, l'épidémie devient mondiale? Les gens refusent de porter des masques. En Chine, non, pas de bol. Les anti-vax, encore eux. Ah, on parlera du vaccin tout à l'heure. Ah. Non, mais c'est du transport de personnes, de l'avion, du bateau, du cargo... De la bouffe. Non, moi je sais, en gros, il y a une mode TikTok qui se lance, et la mode TikTok, c'est de lécher les barres de métro, et ça lance une épidémie sans précédent. Presque. Non, c'est pas vrai. Oh merde, putain. Non, en effet, c'est évidemment les Chinois qui, par tous les moyens, tentent de s'enfuir de Chine, puisque le gouvernement tait tout. Grâce à des milices spécialisées, ils envoient des gens éradiquer des villages, puisque c'est bien ça le problème, il faut endiguer la menace, sans que ça s'ébruite. Malheureusement pour le gouvernement chinois, il existe de toute époque des passeurs. Et la deuxième interview du bouquin, c'est le journaliste interviewe un passeur qui explique comment il avait aucun trop de scrupules à laisser sortir les gens puisqu'il payait. Après tout, on s'en branle. Le capitalisme. Eh oui. Et la deuxième petite anecdote qui est assez rigolote, et là on voit que l'auteur est allé chercher loin. Là, je pense que c'est plus anecdotique, mais ça montre quand même qu'il a un petit peu d'imagination, le Max Brooks. Est-ce que vous connaissez un marché qui fonctionne pas trop mal en Chine,
qui est pas forcément très légal dans le domaine de la médecine. L'opium? Non. La morphine. Non. Les organes. Tout à fait. Oh! En Chine, c'est un peu connu que le marché chinois d'organes n'est pas forcément le plus légal et que ça peut se servir sur des gens. Et pour peu que la personne ait été infectée, bon. Donc la troisième interview suit un Argentin qui se fait greffer un cœur. Enfin, ce n'est pas l'interviewé, mais c'est le chirurgien qui a greffé le cœur et qui s'est retrouvé avec un zombie sur sa table d'opération. Donc c'est tout à fait dégueulasse. Parce que tu mets directement la saloperie dans ton corps, mais volontairement. Oui, tout à fait. Et puis t'es pas au courant, bien évidemment, puisque le cœur, tu l'as payé, tu l'as attendu, et donc voilà comment se répand un peu l'épidémie, évidemment. Voilà, il y a plein de petites anecdotes où il vient mettre un peu de sel de l'histoire au fur et à mesure de ces interviews, ce qui rend le tout beaucoup trop réaliste, surtout dans cette période. Voilà, la partie premier symptôme évoque justement un scientifique israélien qui explique pourquoi Israël s'en est à peu près sorti, et je vais tenter de vous lire ça. Et c'est là que le contexte géopolitique de mon pays a joué en ma faveur. En octobre 73, quand l'attaque surprise des Arabes a bien failli nous balancer à la mer, nous étions au courant de tout. Tous les signaux étaient au rouge, mais nous avions quand même baissé la garde. En fait, nous n'avions jamais envisagé la possibilité d'une attaque générale, coordonnée, émanant de plusieurs nations, et certainement pas pendant une fête religieuse. Immobilisme, rigidité, comportement de mouton, appelez ça comme vous voulez. Imaginez des gens occupés à écrire quelque chose sur un mur, des gens qui passent leur temps à se féliciter de lire correctement ce qu'ils écrivent, et derrière eux, il y a un miroir, dont l'image révèle la vraie nature du message. Et personne ne regarde le miroir. Personne ne prend la peine de le faire. Eh bien, après avoir failli laisser les Arabes terminer le boulot d'Hitler, on a compris que non seulement il fallait regarder le miroir, mais qu'on devait en faire une question de priorité nationale. Et donc, depuis 1973, quand 9 analystes sur 10 arrivent aux mêmes conclusions, le 10e a le devoir de ne pas être d'accord. Même si sa théorie paraît improbable ou invraisemblable, ça vaut toujours le coup de creuser. Si la centrale électrique d'un de nos voisins peut servir de point de départ à la fabrication d'ogives nucléaires, on creuse. Si un dictateur quelconque clame à qui veut l'entendre qu'il possède un énorme canon capable d'envoyer des obus à l'anthrax n'importe où, on creuse. Et s'il existe la moindre chance que des cadavres se réaniment et se transforment en machines à tuer cannibales, on creuse aussi. On creuse et on continue à creuser jusqu'à découvrir la vérité. Ça fait réfléchir. Très, très joli point Godwin. Évidemment, et en effet, il atteint le point Godwin dès la première partie de son bouquin, mais, explique comme ça, j'ai pas réussi à trouver si en effet ils avaient ce système d'analystes en Israël. Je pense que ça sort de l'imagination de l'auteur, mais je ne suis pas sûr. Et qui explique pourquoi Israël a construit donc ce fameux mur et a proclamé au monde une quarantaine volontaire avant que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc véritablement ce bouquin, il est tourné, le zombie est un prétexte et il est une critique constante de la société dans laquelle on vit. Et c'est plutôt très fin et très malin. Sauf quelques interviews qui sont un peu trop romanesques à mon goût, mais ça, ce n'est que la première partie. Je vais pas m'attarder énormément sur les autres. Donc, la fin de Premier Symptôme, ce qui est très important et j'ai oublié de dire, c'est que ce fameux Israélien qui a vu la menace, il a réussi avant que la pandémie arrive, il a écrit un rapport complet sur comment arrêter la menace. Donc dès le premier, en fait, il y avait toutes les solutions. Mais évidemment, personne ne l'a écouté. Ça se saurait si on écoutait les scientifiques. Ça dénonce ici. Ah ouais, j'ose. Engagé. J'ose. C'est un épisode très politique, je sais pas si on va pouvoir le garder. Hein. On fait notre audience ado. Hein. Je vous l'avais dit. Voilà ce que dit le chef de cabinet. Donc l'intervieweur lui demande « Et le rapport disait quoi ?» De laisser tout tomber. De focaliser vos efforts. Ce genre de conneries alarmistes. Des rapports de ce genre, on en recevait 15 par semaine. C'était pareil dans toutes les grandes administrations. Et tous racontaient la même chose. Il y avait toujours un nouveau père Fouettard, chaque fois la pire menace qu'ait jamais connue l'humanité.
Bah voyons, vous imaginez ce que seraient devenus les États-Unis si on avait paniqué à chaque fois qu'un taré hurlait au loup, au réchauffement climatique ou aux morts vivants? Soyons sérieux, on a fait ce que chaque président a toujours fait depuis George Washington, on a réglé le problème avec des mesures appropriées. Bon, spoiler, ça va pas marcher des masses, mais voilà. Et je trouve que c'est assez réaliste, vu dans la source constante dans laquelle les politiques sont. Ça m'étonnerait pas qu'un rapport alarmiste de plus, mais ça passe sous le tapis. Oui, c'est déjà le cas, donc... Tout à fait. Et la dernière personne à qui ce serait la faute, c'est évidemment par le biais d'une américaine lambda, bloquée dans sa vie métro, boulot, dodo, famille, et qui commence à s'inquiéter que lorsque le zombie est devant sa fenêtre. Donc évidemment, en finissant par cette interview dans la faute, c'est évidemment pas seulement la faute des gouvernements, mais aussi de la population en général. Le reste du bouquin évoque la grande panique qui en suit, avec joyeuseté comme des effets moutons avec les fameuses images d'autoroutes bondées, la ruée vers les bateaux pour partir en mer, puisque les zombies a priori ne peuvent pas nager. Ils restent coincés au fond de l'océan, ils sont toujours en vie, mais ils peuvent pas flotter ou nager, sauf s'ils ont des gilets de sauvetage, c'est con. Ouais. Mais des interviews où je parle justement des ghouls qui sont avec leur gilet de sauvetage, ces connards. On parle de la guerre, d'une guerre nucléaire qui explose entre deux pays, et de la débâcle complète de l'armée américaine qui pensait pouvoir tout faire péter avec leur super armement, mais qui finalement ça ne fonctionne pas. Et là j'ai un autre petit passage qui parle des mines, c'est pas tout à fait dans cette interview, mais je trouve que ça explique très bien ce que cette interview veut dire. Les mines aussi, et les pièges, des modèles civils, ou bien ceux qu'on avait laissés derrière nous pendant la grande débandade vers l'ouest. À l'époque, ça nous semblait super comme idée. On sème sur des kilomètres et des kilomètres des mines, et on attend que Zach saute dessus tout seul, comme un grand. Le hic, c'est que les mines, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fait pas sauter la totalité du corps. Une jambe, un pied, ou les bijoux de famille, elles sont conçues pour ça. Ne pas tuer les gens. Je veux dire, mais les blesser suffisamment pour que l'armée ennemie perde du temps et dépense beaucoup d'énergie à les maintenir en vie. Comme ça, quand ils rentrent chez eux en chaise roulante, maman et papa les ont sur le dos toute la journée, et ils finissent par se poser des questions, comme quoi la guerre, c'est peut-être pas une super idée. Mais Zach, lui il s'en fout. Il a pas de maison, et papa, ni maman, et ne l'attendent pas. Toutes ces mines conventionnelles, elles n'ont servi qu'à fabriquer des ghouls handicapés à la chaîne, et ça nous a vraiment compliqué la tâche. Voilà pour expliquer que l'armée n'était absolument pas prête non plus à affronter une armée qui n'avait ni peur et qui ne sentait pas les coups. Déjà, on n'était pas prêt pour une maladie respiratoire, alors des zombies... Oui, des zombies, a priori, on serait dans la sauce. Et la dernière interview que j'ai envie de vous parler ce soir, j'ai pas envie de tout raconter évidemment, c'est la partie d'après, qui s'appelle le retournement de situation. C'est à partir de ce moment où on voit que l'humanité a peut-être une chance. La première interview qui parle avec un Sud-Africain, qui a travaillé avec la personne qui a conçu le plan Rødeker. D'ailleurs, c'est Monsieur Rødeker qui a donné ce plan, qui est absolument atroce. Il était prévu avant même que les zombies arrivent, mais pas prévu pour les zombies. Puisqu'en effet, le plan Rødeker était basé sur l'apartheid. Quoi ? Au cas où les Noirs se rebellaient contre les Blancs. C'est... Ça part un peu loin. Ah oui, il y a un parti pris là quand même. Enfin, c'est dénué d'humanité. En gros, le plan Rødeker, il explique ceci. Tout d'abord, impossible de sauver tout le monde. L'épidémie était bien trop importante pour ça. En aparté, je précise que justement, là, il adapte le plan aux zombies, mais qui était originellement prévu pour l'apartheid. Les forces armées avaient déjà subi de lourdes pertes en essayant d'isoler la menace, et les unités étaient trop disséminées pour agir efficacement. Il fallait consolider nos forces, nous retirer dans une zone sécurisée, spéciale, si possible entourée d'obstacles naturels, des montagnes, des rivières, voire une île au large. Une fois concentrées dans cette zone, les forces armées éradiqueraient d'abord toute menace dans le périmètre, immédiat, puis utiliseraient les ressources disponibles pour empêcher la reprise de l'épidémie. C'était la première partie du plan. Elle correspondait à peu près à une retraite militaire conventionnelle. Jusque-là, tout va bien. La seconde partie traitait de l'évacuation des civils.
et personne d'autre que Redeker n'aurait pu la concevoir. Pour lui, seule une petite partie de la population pouvait être évacuée vers la zone sécurité. Il fallait sauver ces gens, non seulement pour maintenir une main-d'œuvre suffisante pour restaurer une économie de guerre, mais également pour préserver la légitimité et la stabilité du gouvernement, pour leur montrer que leur leader ne les laissait pas tomber. Cette évacuation partielle avait une autre raison, une raison si affreusement logique et si insidieusement morbide que beaucoup pensent qu'elle vaudra à Redeker une statue en enfer. Ceux qui resteraient derrière devraient gagner des zones isolées bien précises. Ils serviraient d'appât humain, et empêcheraient ainsi les zombies de suivre les soldats jusqu'à la zone sécurisée. Redeker avait même précisé que ces réfugiés isolés, pas encore infectés, devaient être maintenus en vie, bien défendus, et si possible régulièrement ravitaillés pour ancrer fermement les zombies dans les environs. Vous mesurez l'étendue de son génie, de sa folie. Ah, il est chaud. Franchement, c'est tactique, en fait. C'est très malin. Ah oui, c'est beau. Ah, c'est Didier Deschamps. C'est tactique. joyeux, hein. Parce qu'au final, il meurt, mais par accident, tu vois. Les gens, ils se doutent pas une seule seconde que c'est... Ah, c'est bien malin. J'adore ce type. Je vous ai présenté seulement le début, et à partir du moment où l'humanité commence à peu près gagner, à quel prix, on vient de le lire, hein. C'est atroce. Mais voilà, si... Comment est-ce que vous réagissez face à ce début de bouquin? Est-ce que ça vous donne envie de lire? Est-ce que... Et donc, c'est pas un bouquin de chevet, quoi. On va dire, tu évites de lire ça avant de dormir. En vrai, c'est franchement bien écrit dans le sens où la guerre est terminée, où les gens sont contents qu'elle soit terminée, ils ont vécu des traumas, mais ils l'expliquent, il y a pas mal de second degré dans leurs paroles, tu vois. C'est très bien fait dans le sens où ils tiennent, parce ils sont humains et ils ont encore un peu d'humour. Donc, moi je l'ai lu le soir sans problème, quoi. C'est pas atroce, ça fait énormément réfléchir sur plein de sujets. Et d'ailleurs, Max Brooks, voilà, il tire sur tout ce qui bouge, hein, on pourra en parler. Mais il n'y a pas de trop de problème, on peut le lire n'importe quand. Si vous avez eu une vision ultra pessimiste là, mais c'est très bien amené. Ouais, parce que t'as lu le début qui forcément est pas très joyeux derrière, ouais. Mais j'imagine que tout est parti où les gens se retrouvent à nouveau, etc., etc. Je sais pas si c'est évoqué. Mais tu vois aussi que à la fin de la guerre, vers la fin, justement, tout le monde se retrouve. C'est peut-être la crise qui va ressouder l'humanité, tu vois. C'est un peu ce que les gens espèrent à la fin, puisque tout le monde a son anecdote atroce, tout le monde est lié par un trauma. Moi, je suis pas très lecture, mais je sais que les livres, tout le contenu zombie, c'est pas trop mon truc, mais en livre, j'aime bien. Et je sais que j'aime bien les livres de zombies. Du coup, ouais, moi, ça m'a chauffé. Je pense qu'il y a peut-être moyen que... Il y a des images. Non, il y a pas d'images. Il fait combien de pages? Il fait 500 pages. Est-ce qu'on peut colorer les photos? C'est pas un gros bouquin. Et ouais, encore une fois, c'est une suite de nouvelles. C'est-à-dire que on lit 5 pages et on s'arrête, quoi. Est-ce que c'est un livre dont on est le héros? Genre tourne à la page 46 Non. Non. Vous n'avez rien entendu, en fait. Si tu t'es fait mordre par un zombie, va à la page 12. Mais du coup, ça n'a vraiment rien à voir avec le film. Non, ça n'a rien à voir avec le film. Le seul lien, c'est le titre, en fait. Oui. Il y a des zombies. Et là, j'ai une petite anecdote justement là-dessus. Max Brooks était venu aux Utopiales, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est le festival de science-fiction à Nantes. Je vais faire de la pub à chaque épisode. Et il était venu... Mais tu n'en parles jamais de ce festival, peux-tu en parler plus, s'il te plaît? Ah merde! Il était venu l'année où World War Z était sorti, et forcément quelqu'un lui a demandé « Eh, vous en pensez quoi du film World War Z ?» Et il avait répondu « Il y a un truc que j'adore, c'est le titre. » Po. Ce sera une bonne fin de chronique, peut-être. Non, mais j'ai pas de questions particulières parce qu'au final, je suis pas sûr qu'on soit prêt, quoi qu'il en soit, à ce genre de choses. Donc forcément, il y a des notions qui nous échappent. On peut t'envoyer un DM sur Twitter si on a une question, Gibon? Vas-y, parfait. Avec plaisir. Voilà, c'est votre C'est quoi l'arme référent la plus efficace contre un zombie? Alors ça, c'est plutôt dans le guide de survie en territoire zombie, qui est un super bouquin, et justement... Tu l'as lu? Ouais, si. Ah bah alors, du coup... Bah réponds à la question, merde. Quelle est la meilleure arme? Je fais d'abord de la pub pour son autre bouquin, qui est super aussi. Il est trop fort, il est trop corporate. À ton avis? Katana. Les armes au corps à corps. Les armes au corps à corps, ce qui est super, c'est qu'en effet, ça n'a pas de balles. Donc ça n'a pas besoin d'être rechargé. Par contre, en guerre des munitions, ça devient horrible à trouver. Exactement. Néanmoins, est-ce que toi, en tant que Belge,
tu sais manier un katana. On a appris avec Jean-Claude Van Damme qu'il y avait des maîtres chinois qui pouvaient t'apprendre un art martial partout dans le monde. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, tu cherches, Shaolin, contacte ton chinois local et puis il saura, ton maître chinois local, il saura. Il y a une différence entre maîtriser un katana et devoir se battre avec un katana. Au coin de la rue, tu demandes au petit chinois. Je suis sûr que tu me donnes un katana, je sais me battre contre quelqu'un, tu vois, bidon, avec un katana. C'est pas très compliqué, tu tapes. Et c'est tout léger. Tu tapes. Là, tu tapes dessus, t'as une épée. C'est un zombie, il a pas d'arme. Tu lui tapes dessus et il meurt. C'est tout. Une batte de baseball. Faut viser le cerveau. Si c'est le zombie de Max Brooks, il faut viser le cerveau, sinon ça marche pas. Parfait. Bah, très bien. Merci à vous pour ces chroniques. On a fini ? Yes. On a déjà fini ? Merci. C'était extrêmement divertissant. Bah, dans ce cas, la question à $100,000. Antonio. Où est-ce qu'on peut nous retrouver On peut nous retrouver sur Internet, sur les Internets. Sur Internet, c'est bien, vous pouvez trouver des vidéos de Valéry Giscard d'Estaing avec Claude François, mais vous pouvez aussi trouver Podculture, hein, non seulement sur Twitter et Instagram, @Podculture, mais aussi... Sachez qu'on est sur la même plateforme de diffusion que la vidéo de Mike Fly et Carlito. On est aussi sur YouTube, mais on est aussi sur Spotify, sur iTunes, bref, on est partout. Cherchez-nous, vous nous trouverez. Donc voilà, je pense que... Voilà, on est facilement trouvable. N'hésitez pas à envoyer vos questions à Gibon en DM sur Twitter. Il vous répondra personnellement, avec un petit mot d'amour à chaque fois. Je pourrais vous expliquer comment survivre en territoire zombie. Si jamais vous êtes dans les alentours de Nantes pendant qu'une épidémie zombie commence, eh bien écoutez, cherchez Gibon. Parce que lui, il a lu le guide de survie. Bon, les Utopiales, c'est un super festival. Le running gag de ce festival. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, si tout est bon, si vous n'avez plus rien à dire, si tout est clair, on arrête là. Eh oui. Valky, le mot de la fin, s'il te plaît. On appuie, on finit sur Rack. Le mot de la fin sera le hachis parmentier, c'est meilleur avec des épinards. Eh bien, merci. Pas d'accord, mais je vais pas en parler ici. Voilà, ça suffit là, les débats. C'est pour le prochain épisode. Allez, on vous laisse. Bonne journée, bonne soirée à vous et à la prochaine. À bientôt, salut. Prenez soin de vous, on vous aime, au revoir. Je t'aime maman.